Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La carte de la Guyenne à ce moment-là est éloquente. Le duché d'Aquitaine, qui s'étend sur le tiers du royaume à cette époque-là, s'est maintenant réduit à une bande côtière autour de Bordeaux. Le roi-duc anglais, le roi-duc si vous voulez, n'a plus à ce moment-là d'arrière-pays. Son territoire est morcelé, encerclé et surtout, il est juridiquement fragile. À la moindre faute, le roi de France peut tout simplement le confisquer au nom du droit féodal. Mais c'est pas tout. Le cœur du problème, c'est pas seulement un problème territorial, il est aussi symbolique, vous l'avez bien compris. Il tient à l'humiliation politique que représente l'hommage. En 1329, Édouard III, tout juste à ce moment-là, donc monté sur le trône d'Angleterre, est sommé de venir, je dis bien sommé de venir prêter hommage au roi de France, Philippe VI de Valois, donc Philippe VI à ce moment-là, fils de Philippe le Bel, pour la Guyenne. Il tergiverse, il traîne, il résiste, et puis finalement, il n'a pas tellement de choix, au bout d'un moment, il cède. Alors il traverse la Manche, il entre solennellement dans Amiens, et à ce moment-là, il fait son hommage, il rend l'hommage. Dans les mains de son cousin, il promet foi et loyauté. Mais cet hommage, en réalité, il le fait du bout des lèvres. Il le fait en précisant qu'il n'abandonne pas pour autant ses droits sur les terres perdues. Il le fait, si vous voulez, en prince contrarié, contraint, humilié. Et c'est cette humiliation répétée, amplifiée, qui va le pousser, quelques années plus tard, à revendiquer non plus seulement la Guyenne, mais la couronne de France elle-même. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que la guerre de Cent Ans ne surgit pas comme ça, du néant. Elle est le fruit, si vous voulez, d'une anomalie, d'un déséquilibre féodal, hérité du XIIe siècle, une guerre larvée, faite de droits juridiques enchevêtrés, de mariages mal assortis, de fiefs disputés, d'hommages équivoques, une guerre froide avant l'heure, comme je vous disais, mais tout ça serait sans doute resté qu'un conflit régional si une crise dynastique majeure n'était venue tout bouleverser. Et précisément, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est la fin des Capétiens directs et l'entrée en scène des prétendants au trône de France. Le 1er avril 1328, un événement passe presque inaperçu dans l'histoire des grandes batailles et des victoires militaires, mais en réalité, c'est le moment pivot, vraiment, de la guerre de Cent Ans, ce jour-là. Charles IV le Bel, dernier roi capétien, meurt, et avec lui, l'une des dynasties les plus anciennes et les plus puissantes d'Europe. Charles IV est mort sans héritier mâle, son fils, âgé de quelques mois, n'a pas survécu à sa naissance, la couronne de France depuis Capès est toujours transmise, vous savez, de père en fils, mais cette fois, il n'y a pas de successeur direct, et une question se pose avec urgence, qui va hériter du trône de France ? Charles IV, c'est l'un des fils de Philippe le Bel. Les prétendants sont nombreux, mais la solution qui s'impose paraît évidente. L'héritier le plus proche en termes de sang royal, c'est à lui qu'il faut aller chercher. Et il s'agit de Philippe de Valois, cousin du défunt roi. Mais un autre prétendant beaucoup plus jeune et beaucoup plus ambitieux va émerger des brumes du royaume. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Édouard III d'Angleterre. Il est roi depuis 3 ans, il est petit-fils de Philippe le Bel, et donc descendant direct de la lignée capétienne. Il est le fils de la fille de Philippe le Bel, il est le fils d'Isabelle. Philippe VI, l'un des nombreux fils du comte de Valois, est donc le premier à être couronné roi de France. Mais si son ascension est conforme à la règle dynastique, elle n'en est pas le moins controversée. Le roi de France, désormais, est un Valois et non plus un Capétien direct. Une simple lettre, une différence de nom, et à ce moment-là, tout change. Parce que si Philippe VI a des racines dans la maison capétienne, il n'est pas un Capétien direct, vous avez bien compris. Cette absence de lien direct, même si elle est légale, fragilise son règne. Et en effet, il est vu par certains barons et par les factions les plus proches de la famille royale comme un roi légitime, c'est vrai, mais fragile. Philippe VI de Valois va donc devoir tout faire pour s'assurer de son autorité sur un royaume encore fortement marqué par les tensions entre factions féodales. Il doit prouver que sa couronne est bien celle d'un souverain et non celle d'un régent ou d'un héritier à titre, on va dire, temporaire. Ça ne va pas être facile, croyez-moi. Il faut bien imaginer et se souvenir qu'à cette époque-là, on est roi de droit divin. Donc, est-ce que c'est vraiment le roi légal, vous voyez, en lignée directe ? Édouard III
alors qu'il est encore qu'un jeune roi, il a 16 ans, il entend revendiquer la couronne de France. La question de son ascension ne tarde de son ascension ne tarde pas à se poser, parce que, comme il le rappelle souvent, il est lui le petit-fils de Philippe le Bel. Il est lui le petit-fils du roi de France. Direct. En vertu de ce lien de sang, il pourrait donc revendiquer son droit à la couronne. Une revendication qui s'appuie légalement sur des bases solides, mais à l'époque contestées par l'ancienne noblesse du royaume. Il est hors de question qu'un roi étranger puisse devenir roi de France. Édouard III est le fils donc d'Isabelle d'Angleterre, la Louve de France, dans les Rois maudits, donc la fille de Philippe le Bel, comme je le disais tout à l'heure. La lignée capétienne donc se prolonge réellement avec lui. C'est l'argument juridique irréfutable. Selon les règles de succession, le petit-fils d'un roi doit être un héritier légitime, aussi bien que le fils d'un autre roi. Mais voilà le piège. Une règle aussi irréfutable soit-elle, n'a de valeur que si elle est acceptée évidemment par tous, et ce n'est pas le cas ici. Effectivement, les légistes français, ceux qui interprètent, si vous voulez, les lois du royaume, soulignent un autre point fondamental et vont aller chercher, vont se dire mais comment est-ce qu'on peut, et ça c'est la force des avocats, si vous voulez, de tous ces légistes, de tous ces avocats, de tous ces juristes, d'aller chercher justement le point d'achoppement, le point où comment est-ce qu'on peut contester ce fait-là. Et ils vont trouver. Alors ils vont trouver parce qu'ils sont cultivés, parce qu'ils vont aller fouiller dans les vieilles lois, les très vieilles lois. Ils vont trouver la loi salique. La loi salique, une règle ancienne qui interdit donc des francs saliens, les francs, donc les premières dynasties, les mérovingiens, etc. La loi salique, c'est vraiment une règle ancienne qui interdit à une femme de succéder à la couronne. Et plus important encore, cette loi s'applique à la transmission de la couronne. Le fils de Philippe le Bel, Charles IV le Bel, est bien mort sans héritier mâle, mais la loi stipule que seul un homme peut revendiquer le trône. La lignée féminine, donc, ne compte pas. Et donc, selon cette interprétation, même si Édouard III est le petit-fils direct de Philippe le Bel, il ne peut pas revendiquer la couronne, parce qu'il est l'héritier direct par sa mère. Le trône doit donc revenir à un homme, et le seul héritier légitime est Philippe de Valois. Donc Édouard III devient un prétendant sans véritable droit, si vous voulez, un roi qui ne se résout pas à voir son héritage lui être volé, et on a là la montée de l'opposition, vous avez un affrontement politique et personnel, Philippe VI de son côté est contraint de gérer une crise de légitimité qui s'intensifie, les barons du royaume de France, particulièrement ceux des grandes familles comme les Bourbons, les Armagnac et même les proches de la famille royale, restent méfiants, très méfiants à l'idée de voir la couronne du royaume entre les mains des Valois, eux qui ont toujours été considérés comme des héritiers secondaires, évidemment. Mais plus encore, c'est l'Angleterre, le royaume d'Édouard III, qui constitue la menace pour certains la plus directe. Un voisin qui est quand même de plus en plus ambitieux, de plus en plus puissant, et désormais prêt à revendiquer ce qui semble lui revenir de droit. Et la France, encore fragile politiquement, puisqu'elle a un roi quand même vacillant, entre guillemets, la France, le royaume de France hésite. L'affrontement avec l'Angleterre est-il inévitable ? Édouard III ne tarde pas à faire entendre sa voix. Il proclame publiquement qu'il est le seul héritier légitime de la couronne de France. Et il va plus loin. Il demande, avec une arrogance très souveraine, que Philippe VI le reconnaisse comme son supérieur en tant que vassal. Imaginez un peu l'humiliation de trop pour Philippe VI, qui rejette carrément l'idée de reconnaître son cousin anglais comme suzerain. Les deux royaumes sont désormais en guerre, non plus seulement pour des questions de territoire, mais bien pour la question même de la souveraineté. Lequel des deux royaumes sera l'héritier de la grandeur de Philippe le Bel ? Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.